Je le disais à l'entame de l'émission, s'il est une initiative dont le Bénin s'enorgueillit depuis 34 ans maintenant. Il s'agit bien de la conférence des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février 1990. Dans quel contexte s'est tenue cette conférence des forces vives de la nation? Quels ont été les préalables en la matière? On ne peut ne pas parler de cette fameuse table ronde de Versailles. Quels sont les acquis de cette conférence des forces vives de la nation? Quel bilan en faire? C'est ce qu'on tentera justement de faire sur l'actu décalé du jour avec ni plus ni moins qu'un des acteurs majeurs de la scène politique d'alors, acteur majeur, ayant été ministre de la Culture, ministre de la Défense également, si je ne m'abuse, député à l'Assemblée nationale, maire d'une ville et pas des moindres ici au Bénin, celle de Ouidah. Il s'agit de Séverin Adjovi qu'on reçoit donc pour vous sur l'actu décalé du jour. Et évidemment, on fera l'exercice avec Laurent Roland Toné Ikes en plateau. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arikpa. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous entends très très mal, mais je vais me forcer de mieux ouvrir mes oreilles. D'accord, je pense que la régie nous aidera à mieux nous entendre. 34 ans, monsieur le ministre, après donc la tenue de la conférence des forces vives de la nation, vous sortez un ouvrage qui revient un peu sur l'histoire, notamment les préalables à la tenue de cette fameuse conférence des forces vives de la nation. Et je le disais dans mes propos liminaires, on ne peut parler des préalables sans faire allusion à la fameuse table ronde de Versailles. Il se dit d'ailleurs que vous avez été l'un des artisans. Dites-nous comment et pourquoi avoir pris cette initiative. Oui, merci, monsieur le journaliste. Mais je n'ai pas reconnu votre nom, mais c'est Ahmed, ça ira. Ahmed Arikpa. Ahmed Arikpa. Ahmed Arikpa. Ahmed. Oui. Ahmed. D'accord. Bonjour, monsieur Ahmed. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je peux, sans me tromper, affirmer que j'ai été un des fondateurs, pour ne pas dire le fondateur, le père fondateur de la table ronde de Versailles, qui a abouti les 2 et 3 décembre 1989. Cette table ronde de Versailles a été tenue à Versailles et a abouti à la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Nous avons été les pires précurseurs, puisque c'est nous qui avons fait les démarches qu'il fallait, en direction du général Mathieu Kérékou d'alors, qui était le chef de l'État. Et quelques amis et moi, nous n'étions pas seuls, nous étions un certain nombre. Il y avait quelques notes assez connus de notre pays, Ildefonse Lemon, Moïse Messan qui était à la FAO, Maître Florentin Pellicot qui était avocat de son État, peut-être même bâtonnier, je crois, et bien d'autres, paix à leurs âmes, et qui de près ou de loin nous ont accompagnés dans notre aventure. D'accord. Je peux aussi citer un syndicaliste, un redoutable syndicaliste que j'aime beaucoup, et qui me fréquentait et qui venait souvent à Paris lors de ses réunions à Rome. Il allait souvent à des réunions à Rome, payé par le BIT, et il passait par Paris. Il faisait des réunions avec nous au niveau du club Perspective 99. Il s'agit de Pascal Todinou, le redoutable Pascal Todinou, que certaines personnes doivent connaître. C'est un redoutable, parce qu'il quand il était en activité, il était très très dense et il défendait réellement les travailleurs. C'est ça. Voilà. J'avais quelques autres jeunes qui étaient autour de moi, Rogatia Alapini, d'autres, docteur Cécile Diala, Guillaume Gilbert. Ils sont un certain nombre de jeunes qui, j'oublie leur nom. Ils sont nombreux. D'accord. Et vous m'avez demandé pourquoi avoir une telle initiative. Oui. Moi, je crois que
comme ça se passe actuellement, les critiques étaient nombreuses. Et il y avait beaucoup de critiques. Mais il y avait des gens qui étaient dans un schéma inacceptable et de coup d'État. Ils voulaient vraiment faire un coup d'État. D'accord. Nous, on n'était pas dans ce schéma. On s'est dit... Nous étions en 89, hein, pour rappel. Comment? Nous étions en 1989, pour rappel. Nous étions en 1988-89. 88-89. Et nous avons eu la table ronde de Versailles a eu lieu les 2 et 3 décembre 1989. OK. Et avait réuni beaucoup d'hommes politiques d'alors, des personnalités comme des gens de rien du tout, des gens qui étaient opposés au régime de Mathieu Kérékou. Ce qui nous a poussé en fait à cette table ronde, parce que nous nous sommes dit, si on fait de la violence à Cotonou contre le pouvoir en place, ce n'était pas intéressant pour nous. Moi, je vous donne mon cas. Hein. Moi, mon feu père, il était le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre de commerce du Bénin. Okay. Ma mère était commerçante à Topa. Qui a fait un coup d'État qui provoque une effusion de sang. J'en serais aussi perdant. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait trouver des voies et moyens pour éviter, disons, qu'on aille à la violence. À la violence dans le pays. D'accord. Et de manière concrète, à quoi est-ce qu'a constitué justement cette table ronde? Qu'est-ce qui s'y est passé? Je n'ai pas entendu. De manière concrète, au détour de cette table ronde de Versailles, qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà de cette table ronde de Versailles, au détour. Au-delà, vous avez dit. Non, au détour. En dessous de la table ronde de Versailles, il y a eu des conciliabules, il y a eu des rencontres secrètes, des rencontres avec le général lui-même, des rencontres avec les uns et les autres pour trouver des voies et moyens pour arriver. C'est pour ça que j'appelle ça chemin, le chemin de la réconciliation. Pour arriver à la réconciliation, il faut beaucoup de conciliabules, il faut beaucoup de rencontres, il faut des concessions de part et d'autre pour arriver à des résultats concrets. Ça a été notre cas. Nous avons eu à rencontrer le président général Mathieu Kérékou à Paris plusieurs fois et à la place Concorde, à l'hôtel Crillon de Paris. Et ça nous a permis vraiment de les amener toutes les le PRPB d'alors à comprendre notre démarche et à accepter, disons, la proposition qu'on leur faisait de permettre aux Béninois qui sont à l'extérieur et les Béninois de l'opposition de l'intérieur, ainsi que les gens du PRPB, à se retrouver autour d'une table pour discuter des voies et moyens pour repartir sur de bonnes bases. D'accord. Vous avez beaucoup utilisé justement le nous pour parler, je suppose, de votre groupe Club Perspective 99. Nous sommes à 34 ans après la tenue de cette conférence des forces vives de la nation et donc 35 ans après la fameuse table ronde de Versailles. Quel bilan est-ce que l'on peut faire, monsieur le ministre? Quel bilan peut-on faire? C'est un bilan assez partagé, assez mitigé, j'allais dire, assez mitigé, parce que ce que nous souhaitions en lançant cette série de conférences nationales, en lançant d'abord la conférence nationale chez nous, c'était pour que nous puissions amener toute l'Afrique à prendre le même élan que nous, pour que 200 ans après la Révolution française, puisque nous avons lancé les 2-3 décembre 1989, et en 1789, c'était la Révolution française. Donc 200 ans après que le mur de Berlin soit tombé entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, nous avons eu l'opportunité pour le Bénin
de lancer une telle initiative. C'est pour ça que nous avons pensé que c'était important pour nous de profiter de cet événement, du mur de Berlin qui est tombé et à relancer un peu notre pays. Notre pays était dans une situation très catastrophique. Les salaires n'étaient plus payés, il y avait plein de problèmes et le général cherchait des voies et des moyens pour s'en sortir. Et les gens qui étaient autour de lui, tout le monde ne lui disait pas la vérité. Mais il y a au moins, il doit rendre hommage à ce monsieur. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. C'est Robert Dossou. C'est quelqu'un qui, là, quand il a appris la charte, quand il a vu en main la charte de Versailles, de la table de Versailles, il s'est présenté au général et lui a certainement conseillé d'aller dans ce sens-là. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que les acquis de la conférence nationale sont sauvegardés? Parce que vous parlez de bilan mitigé ou saccagé. Qu'est-ce que vous reprochez peut-être 34 ans après à ce processus démocratique enclenché en 90? Quand je parle de bilan mitigé, c'est par rapport à l'Afrique. Par rapport au Bénin, ce n'est pas un bilan mitigé puisque ça a été une réussite totale. Mais en Afrique, il y a plusieurs pays qui ont eu appel à la tentative de conférence nationale. Il y a le Gabon, la RDC, le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, le Niger. Le Congo-Brazzaville, ça avait marché, le Niger, le Tchad, etc. Ces pays ont tenté, d'autres ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Je prends le cas du Togo, notre pays voisin, qui a essayé, mais à un moment donné, le général Yadema a arrêté la conférence parce qu'il voulait leur autonomie, il n'a pas accepté. Le général Yadema avait arrêté, donc je ne peux pas dire que c'est une réussite totale, puisque de toute façon, il y a eu des pays qui ont profité, d'autres qui n'en ont pas profité. Donc c'est pour ça que je parle de réussite mitigée. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'acquis, selon vous, de cette conférence des forces vives de la nation, 34 ans après? Ce qu'on peut retenir, c'est que notre pays a retrouvé le chemin de la démocratie. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est nouvellement que le Bénin était déjà un pays démocratique. Mais avec les coups d'État, des chamaillements entre nous, et depuis le premier coup d'État, deuxième coup d'État avec le président Maga, le président Migdalin, il y a eu beaucoup de coups d'État qui se sont passés et il était évident qu'il fallait arrêter avec cette saignée de coups d'État. Et pour nous, le fait d'avoir arrêté ça et que depuis 1990, il n'y a plus jamais de coups d'État. Il n'y a plus jamais de coups d'État. C'est une réussite. Mais quand je dis c'est mitigé par rapport à l'Afrique, pas par rapport au Bénin. Le Bénin a réussi comme sa conférence nationale. Oui, est-ce que démocratiquement parlant, vous pensez que tout est rose au Bénin aujourd'hui? Comment? Est-ce que démocratiquement parlant, vous avez l'impression que tout est rose au Bénin aujourd'hui? Tout n'est pas rose. Je suis désolé, tout n'est pas rose, mais je ne suis pas à même de critiquer les autorités actuelles parce que ce sont des gens qui se débrouillent, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Rien n'est rose. Hein. Il y a ils font des choses honnêtement correctes, mais d'autres, il y a beaucoup de reproches à faire. D'accord. Vous êtes hors du territoire national, hein, monsieur le ministre, ce qui ne vous empêche pas, j'ai envie de dire, d'être aux côtés des populations béninoises, notamment de la jeunesse, de chercher à partager votre expérience et votre parcours avec cette jeunesse. Vous avez lancé dernièrement votre 4e livre, hein, si je ne m'abuse, Chemin de la réconciliation. Pourquoi Chemin de la réconciliation et pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre maintenant? D'abord, Chemin de la réconciliation, vous savez, on ne peut pas aboutir à une réconciliation nationale dans un pays sans passer par des voies et moyens, des voies, des chemins, des chemins de cours parfois très longs, de contacts, de téléphone,
et autres. Donc, pour moi, c'est des chemins de réconciliation. Il n'y a pas un seul chemin de réconciliation. Il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a plusieurs. Alors justement, actuellement, certains acteurs politiques appellent à une assise nationale. Est-ce que vous alignez dans cette logique de ces acteurs politiques? Parce que quand vous parlez de plusieurs chemins de réconciliation, êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui, nous avons besoin des assises nationales? Votre voix, ça me va, je n'attends pas. D'accord. Je dis, aujourd'hui, certains acteurs politiques parlent d'assises nationales. Et quand vous écrivez chemin de la réconciliation, est-ce que ça dit que vous êtes dans la même logique que ces acteurs politiques? Faut-il aujourd'hui aller à des assises nationales? Bon, c'est les autorités actuelles qui doivent décider de ce qu'ils pensent que c'est bon pour leur pays. Ils sont aussi des patriotes. Je crois qu'il faut trouver les voies et moyens parce que je vous dis une chose, je vous donne un seul exemple. Je ne suis pas le seul à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a des opposants et des ténors de l'opposition qui sont à l'extérieur qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Est-ce que c'est la meilleure solution pour notre pays, pour notre développement? Je crois qu'il y a lieu de réunir des gens, des femmes, des hommes qui sont pas d'accord avec le régime actuel. D'accord. Pour trouver des voies, pour que nous puissions parler de la même voie et aller au développement. Parce que le développement n'est pas encore totalement rendez-vous chez nous. Alors, Monsieur le ministre, une dernière question. Moi, j'ai choisi, tout en étant opposant au régime, parce qu'ils m'ont amené à être opposant, puisque mon pays m'a destitué de mon poste, sans que je n'ai fait quelque chose. Ils ont agi dans ce sens-là pour me faire partir. Et depuis 5-6 ans, je ne peux pas rentrer chez moi. Donc, ce que je dis, il faut qu'on ramène tout le monde au bercail et qu'on en discute. Parce que moi, j'ai choisi de faire une procédure au tribunal, des tribunaux de la crière, comment on appelle ça, de la Cour suprême, etc. Mais tout le monde n'est pas courageux, tout le monde n'a pas excusez-moi le terme, les plus solides pour pouvoir dire je vais affronter. Bon, ce que je fais moi, c'est pas donné à tout le monde. Ce qui fait que j'ai actuellement gagné certaines procédures, j'en ai perdu d'autres, et je ne peux pas, dans les conditions actuelles, je ne peux même pas rentrer chez moi pour dire que je ne prends pas un risque. D'accord. Pourquoi Justement, Monsieur le ministre. Vas-y. Oui, Monsieur le ministre, oui, c'est vrai que vous l'avez bien dit, depuis 5-6 ans, vous n'êtes plus là, vous avez peut-être du mal à revenir chez vous. Tout dernièrement, on a constaté que vous aviez gagné certains procès dans une certaine mesure. Votre retour avait été annoncé à grand renfort. On a attendu que le ministre Séverin Adjovi revienne au Bénin, mais finalement, on n'a rien eu. Pourquoi avoir pris cette option? Non, c'est vrai que j'ai été innocenté par la justice de mon pays, partiellement. Partiellement, parce que ma condamnation a été presque annulée, mais pas totalement. Et grâce à la Cour suprême, les hauts magistrats de la Cour suprême avaient décidé que ça ne se passe pas ici. Mais la criette, autrement composée, a encore confirmé que j'étais condamné. Et moi, je ne peux pas. C'est pourquoi j'attends que la haute cour, notre haute cour, c'est-à-dire la Cour suprême, qui est, comme notre pays est un pays de droit, statue définitivement sur ma requête avant que je ne rentre. D'accord. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais avant que de vous laisser partir, un mot à l'endroit de la classe politique et à l'endroit de la jeunesse béninoise qui nous suit en ce moment. D'abord, je voudrais vous remercier, vous qui m'avez donné l'opportunité de vous parler, parce que moi, ça fait 4-5 ans que je n'ai plus parlé sur les médias du Bénin. Et c'est grâce à vous, maintenant, que j'ai pu prendre la tâche encore avec les populations du Bénin. C'est vous qui m'avez donné l'opportunité. Je voulais vous remercier sincèrement de votre initiative. C'est un plaisir pour nous. Quand j'ai appris hier soir que vous voulez que j'intervienne à la télé, sur votre antenne, j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Alors, la question, je n'ai pas retenu votre dernière question.
Oui, je demandais un mot à l'endroit de la jeunesse béninoise et plus largement les acteurs politiques. D'abord, à la jeunesse béninoise, tenez compte de l'histoire. Vous devez apprendre de l'histoire et avancer. Vous ferez mieux que nous autres. Nous sommes une génération sortante et partante. Et vous avez beaucoup à faire. Et ne vous découragez jamais. C'est dans l'effort que vous allez réussir. Le Bénin a encore trop de potentialités. L'Afrique a beaucoup trop de potentialités. Et nous n'avons encore rien fait. Nous qui sommes vos aînés, nous avons été paresseux. Et ne faites pas comme vos aînés, il y en a qui ont volé le pays. Il y en a qui, je dis bien, volé le pays. Ils ont ruiné le pays. Ne faites pas comme eux. Je suis désolé. Moi, je peux dire que je n'ai pas pris un contrat du Bénin. Et moi, je crois que les générations à venir doivent donner aussi. Il faut qu'ils coupent même des têtes à lieu de couper des têtes de ceux qui ont volé. Je suis désolé. Non, on n'ira pas. On n'ira pas jusque-là. Mais ceux qui ruinent l'avenir ou l'héritage de notre pays. D'accord. Pour les générations à venir, nous devons les protéger. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et à très bientôt au Bénin, chez vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. L'ancien ministre Séverin Adjovi, ancien maire de la commune de Ouida, ancien député à l'Assemblée nationale qui intervenait donc sur nos antennes pour faire un bilan de son angle de vue, en tout cas un bref bilan on va dire de la conférence des forces vives de la nation 34 ans après. Il a été également question donc de dire un petit mot par rapport à son 4e ouvrage lancé concernant justement la fameuse table ronde de Versailles, chemin donc de réconciliation. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Roland, Tony. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était Matin de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir aussi. Maurice Agua sera à la présentation.